Bien, je vous propose d'attaquer, Monsieur Cochet, on y va? Avec Puis, plaisir. Je vous en prie, vous faites l'introduction. oui. Bien, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire spécial collectivité. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Philippe Cochet, donc maire de Caluire-et-Cuire, qui va partager avec nous justement les consignes et les stratégies pour amortir le choc des charges à venir suite à la crise énergétique. Donc, on a décidé en fait durant tout le mois d'octobre et puis sans doute tout le mois de novembre de lancer des webinaires chaque semaine pour pouvoir vous accompagner, vous guider et vous donner un maximum de conseils et de clés pour pouvoir préparer en fait ce budget 2023 et faire face en fait à ce choc des charges qui va venir vous impacter suite à l'augmentation des prix de l'énergie. Alors, n'hésitez pas surtout à poser des questions tout au long du webinaire, donc dans l'onglet questions et réponses, puisqu'a priori, l'onglet discussion a un souci. N'hésitez pas, nous allons faire un maximum pour répondre à toutes vos questions. L'idée, c'est de pouvoir vous donner quelques clés déjà dans ce premier webinaire et puis surtout de vous faire prendre conscience dans les messages que nous allons vous délivrer que, en fait, au travers de l'augmentation de ces tarifs de l'énergie, c'est aussi le moment peut-être de voir des opportunités, puisque vous savez tous que dans toutes les crises et dans tous les problèmes que nous rencontrons, il y a aussi des opportunités à saisir. Donc, l'idée de ces accompagnements via les webinaires, c'est de vous faire prendre conscience des opportunités que vous pourrez saisir pour justement développer encore plus les projets que vous avez sur vos collectivités et surtout pour y faire face, trouver d'autres sources peut-être de financement et puis c'est vous permettre de prendre conscience que les décisions là qui vont être prises, on arrive à plus de 2 ans de mandat, les décisions que vous allez prendre sur ce budget vont vraiment impacter on va dire le suivi et la suite de votre mandat et que ce soit sur les décisions mais aussi sur la communication que vous allez en faire. Donc, je vais vite laisser la parole à Monsieur Cochet, qui va nous partager ses expériences et puis surtout les conseils et les stratégies qu'il va pouvoir vous délivrer concernant cette crise énergétique. Et je vous le rappelle, n'hésitez pas au fil de l'eau à nous interpeller pour poser des questions. Bien, merci beaucoup, Magali. L'objectif, comme cela vient d'être indiqué, c'est de passer de manière concrète à un certain nombre d'orientations. Alors, tout d'abord, c'est vrai que pour tout un chacun, la complexité qu'il y a, c'est que si on part du constat, eh bien, c'est un début de mandat qui est un peu compliqué, c'est-à-dire que depuis l'origine, à peine élu, eh bien, il a fallu faire face en ce qui concerne l'ensemble des collectivités au Covid, c'est-à-dire il a fallu quand même trouver des solutions pour permettre à tout un chacun eh bien, de continuer à vivre, à accompagner les habitants du mieux que l'on puisse. Et puis maintenant, deuxième étape, il y a une crise majeure qui s'annonce donc au niveau de la crise énergétique, mais sachant qu'il y a depuis longtemps une crise qui est beaucoup plus large au niveau environnemental. Donc par rapport à cette situation, il y a bien sûr plusieurs sujets. Il y a des actions à court terme, et ça, vous devez tout à fait le ressentir auprès d'un certain nombre de vos concitoyens qui vous demandent, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que vous faites dans cette situation, sachant que chacun se pose la question à titre individuel. Donc, il y a un certain nombre, bien sûr, d'opérations à mener dans un délai très court. Et puis ensuite, des actions à plus long terme. Alors, ça peut être du moyen terme et du long terme, qui peut-être dans certains cas nécessitent un certain nombre de réorientations. Donc, c'est un petit peu ce en quoi nous allons discuter ensemble. Sur la partie donc qui concerne le court terme, très concrètement, il y a un certain nombre d'éléments qui nous imposent de pouvoir réagir rapidement. Tout d'abord, il faut savoir que dans la priorité de ce qu'il y a à faire, si on veut essayer de baisser le plus rapidement les factures auxquelles nous devons faire face, c'est d'abord le chauffage, vu d'une manière large, hein, que ce soit un chauffage de type électrique, de type gaz ou autre, c'est la première cause de dépenses des collectivités avec bien sûr les hausses qui aujourd'hui nous tombent dessus. Alors il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites gouvernementales, elles ne sont pas encore complètement chiffrées, on ne sait pas à quelle hauteur
les collectivités pourront, je dirais, bénéficier de ces propositions. Et par ailleurs, tout va dépendre, semble-t-il, de la taille de la collectivité. Donc, avec l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas encore actés, néanmoins, il faut agir tout de suite, et en particulier au niveau donc des bâtiments. La première chose à faire, alors tout le monde a entendu la baisse de la température au sein des bâtiments, donc passer dans les bâtiments, je dirais, classiques à 19 degrés, et pour tout ce qui concerne les gymnases ou les équipements qui sont utilisés de manière plus sporadique, eh bien, la possibilité de baisser d'une manière beaucoup plus importante la température. Se pose également la question très clairement de l'usage des bâtiments publics, c'est-à-dire se poser la question, et parfois êtes-vous confronté à une réalité, notamment sur la mise à disposition des bâtiments publics pour des associations. Il est certain qu'il y ait 3 personnes ou 50 personnes, le coût est strictement le même, et donc il faut faire attention, bien sûr, à la répartition en particulier des créneaux horaires qui sont proposés auprès donc des associations en particulier, mais de toute activité que vous pouvez mener au sein de la commune. Se pose également, bien sûr, les problématiques donc d'isolation de ces bâtiments. Alors là, on rentre sur une autre échelle. Donc, je pense que vous avez déjà amorcé un certain nombre d'investissements. Il y en aura d'autres à faire à terme pour permettre à ces bâtiments d'avoir la meilleure performance énergétique possible que l'on peut retrouver. Donc ça, c'est une première étape, mais c'est vrai que la partie chauffage est la partie la plus importante. Et sachant que le chauffage n'est pas la première idée auquel nos concitoyens pensent, la première idée auquel ils pensent, c'est l'éclairage public. Et l'éclairage public, bien sûr, permet, et on peut faire des économies dans ce domaine-là, mais si on regarde entre le ratio effort et baisse des factures, c'est certainement au niveau du chauffage où il faut mettre le paquet. Se pose la question également, concernant les bâtiments, de toujours, est-ce qu'il faut chauffer pendant la partie non utilisée, à savoir une partie de la nuit, une partie du week-end? Faut-il avoir quelqu'un qui va relancer le chauffage à ce niveau-là? Dans certaines communes, ça se pratique déjà, dans d'autres, ça ne se pratique pas encore. Bref, tout ce qui permet à court terme de faire baisser déjà pendant l'hiver qui arrive les factures correspondantes, eh bien, ça ira dans le bon sens. Se pose également la problématique des mobilités. Alors, vous l'avez entendu, le gouvernement a notamment évoqué le cas, dans le cas de transport, sur les autoroutes, de ne pas dépasser le 110 km/h pour tout ce qui concerne la fonction publique d'État, hein, ce n'est pas la fonction publique territoriale, mais toujours est-il, les mobilités permettent à un moment ou à un autre d'économiser le carburant, en particulier avec ce qu'on appelle l'éco-conduite, simplement en fait éviter de faire ronfler le moteur, savoir décélérer, utiliser son frein moteur, bref, avoir une éducation dans ce domaine-là. Alors, certaines personnes le font relativement naturellement, d'autres ne sont pas du tout habitués, et ça n'est pas inintéressant au niveau des équipements qui utilisent le carbone pour faire fonctionner ces équipements, eh bien qu'il y ait une attitude beaucoup plus attentive sur le fait de baisser notamment l'importance des carburants utilisés. Si je prends un exemple, le fait simplement d'utiliser un outil à un régime, je dirais, adapté plutôt qu'un sur-régime, permet bien évidemment de faire baisser les consommations de manière importante. Sur les mobilités, se pose également la question, faut-il trouver un certain nombre de formules, en particulier au niveau du covoiturage, qui est une démarche qui peut tout à fait se pratiquer au sein de la collectivité, mais également au niveau de nos concitoyens. Il peut y avoir un certain nombre de propositions qui aillent dans ce sens-là. Il y a aussi des aides qui apparemment semblent vouloir être mises en place, mais c'est vrai qu'on le voit bien, en particulier avec le côté conjoncturel de ce que nous passons, c'est-à-dire aujourd'hui un certain nombre de stations essence qui sont à court d'essence et de gasoil. Eh bien, on voit bien la complexité qu'il y a aujourd'hui, et donc le fait de se regrouper pour faciliter les mobilités. Concernant l'éclairage public, alors l'éclairage public a vraiment énormément progressé depuis un certain nombre de temps. Vous avez différents domaines
qui existent. Tout le monde a entendu parler de ce qu'on appelle les éclairages en LED, c'est-à-dire tout simplement la partie qui concerne en fait un usage qui est d'abord très économe en énergie. Deuxièmement, qui demande une maintenance qui est très faible, c'est-à-dire que si je prends le cas de candélabres, eh bien, on n'est pas obligé de changer les ampoules très régulièrement comme cela se passait, et ça permet d'avoir un entretien qui est pratiquement nul et qui permet, même dans certains cas, de multiplier les points d'éclairage, mais qui permettent de baisser de manière très sensible la facture, pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a besoin de très peu de watts pour éclairer de la même façon auparavant. Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de communes qui ont déjà commencé à faire cette démarche-là. Il y a ce qu'on appelle également le relamping. Alors, qu'est-ce que le relamping? C'est tout simplement, plutôt que d'avoir des ampoules à changer au fur et à mesure, eh bien, vous faites un changement de l'ensemble des ampoules par rapport à un équipement. Si on prend par exemple le cas d'un gymnase ou d'une salle des fêtes, eh bien, si les ampoules commencent un petit peu à claquer, l'une pendant une semaine, ensuite une autre pendant 3 semaines après, ensuite un mois après, il vaut mieux faire un relamping complet. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord, plus vous avez donc une lampe qui prend de l'âge et plus elle consomme. Et deuxièmement, à chaque fois, vous êtes obligé soit d'amener un échafaudage, soit un système qui vous permet d'atteindre l'ampoule. Donc, ça vous demande une mobilisation au niveau de vos services, en particulier les services techniques qui s'en occupent. Et il vaut mieux faire un changement complet et global. Comme ça, vous êtes tranquille pour un certain nombre de temps. Sur la partie équipement sportif, c'est souvent de grandes surfaces donc à éclairer et également à chauffer. Alors, c'est vrai que déjà, habituellement, les températures étaient relativement faibles, mais se posera la question, notamment en fonction de non-usage pendant une période donnée, d'être simplement en hors-gel pour garder et pour éviter, bien sûr, de chauffer inutilement ces équipements. Je reconnais que sur l'aspect performance énergétique, ce n'est pas toujours facile au niveau des équipements sportifs. Souvent, ce sont des équipements qui ont un certain nombre d'années, et la conception même, ou même la simplicité de réalisation de ces équipements rendent un petit peu plus difficile le fait d'avoir une certaine performance énergétique. On peut y arriver, mais ça demande un certain nombre d'investissements, donc on sera plutôt dans cette approche-là. Et puis, il y a un dernier point sur les opérations de court terme, c'est la sensibilisation. La première énergie à économiser, c'est celle que l'on n'utilise pas. Alors, ça va tout simplement du fait d'éteindre une pièce une fois que l'on sort de cette pièce, le fait de baisser le chauffage une fois que l'on quitte le bâtiment, le fait également d'éteindre les ordinateurs ou équipements qui n'ont pas lieu d'être en veille le reste du temps. Et l'addition de ces éco-gestes, en fait, vont dans le bon sens. Alors, je dirais qu'il ne faut pas non plus tomber dans un excès, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir raison garder et simplement faire en sorte que les gens fassent plus attention et soient plus conscients de leur consommation. D'ailleurs, à ce propos, c'est assez intéressant de demander un suivi donc quotidien de vos consommations. C'est quelque chose, vous savez, en tant que particulier, vous pouvez l'obtenir auprès de votre fournisseur de gaz, auprès de votre fournisseur d'électricité aujourd'hui. Et donc, ça permet quand même aux gens de voir matériellement que leur attitude permet finalement d'économiser de l'énergie et de les rendre tout à fait, je dirais, intéressés et surtout acteurs par rapport à ce qui se passe sur ces opérations de court terme. Peut-être avez-vous des questions déjà sur ce premier bloc de choses qui ont été évoquées. Est-ce que vous avez des questions que vous pouvez mettre sur la partie donc Q&R, qui s'appelle questions et réponses à ce propos-là? On a une question, Philippe, de la part de Samuel. Oui. Donc, l'ensemble de l'éclairage de notre commune est en LED. Cependant, l'inertie administrative et la disponibilité du matériel nous a demandé 2 ans. Comment peut-on accélérer? Oui, vous avez tout à fait raison, parce que souvent, ce sont des matériels qui ne sont pas systématiquement fabriqués en France. Et l'engorgement qu'il y a eu là-dessus fait que tout le monde se jette en même temps sur le système de LED.
Mais il faut savoir aussi que maintenant, le LED devient un standard. Donc, les difficultés que vous avez rencontrées, eh bien, écoutez, a priori, vos successeurs devraient les avoir un petit peu moins. Simplement, il faut savoir que la confrontation de chaque collectivité aujourd'hui face aux urgences de baisse des tarifs, en particulier de l'éclairage, fait que tout le monde se jette sur les LED. Et c'est vrai qu'il n'est pas impossible que nous ayons une pénurie pendant quelques temps de ces équipements, mais il y a quand même aujourd'hui un certain nombre de disponibilités et de stocks qui existent là-dessus. Par contre, également, il n'était pas toujours possible à l'époque de pouvoir mettre des LED sur les anciens candélabres. Et il y a eu des nouvelles évolutions qui ont pu permettre, ce qui évite de changer la totalité du candélabre et de pouvoir adapter donc des LED, ce qui limite également l'investissement. Par rapport à la demande de Samuel. Très Y bien, a-t-il merci Philippe. d'autres questions ou d'autres points? Pour l'instant, non. Moi, j'aurais plutôt une question à l'attention de l'auditoire. Est-ce que vous pouvez nous dire si certains d'entre vous sont en difficulté en fin de contrat, par exemple, d'énergie ou alors en renégociation? C'est aussi intéressant qu'on puisse avoir ces éléments-là, donc n'hésitez pas à nous les mettre dans la partie questions et réponses le temps qu'on poursuive. Comme ça, on pourra voir avec vous quelles sont les solutions et comment on peut vous accompagner par rapport à ça. Oui. Du coup, on a une autre question, Philippe, sur les vestiaires sportifs et les douches. Et oui. Alors, oui. Les vestiaires sportifs et les douches, quelle est la température préconisée? Alors, bien sûr, il faut être raisonnable. Comme par exemple, il est clair que dans une crèche, on ne va pas baisser la température. Il faut simplement, et ça c'est un accord à trouver avec les clubs généralement, mais il y a des endroits qui doivent quand même avoir un minimum de chauffage, parce que l'objectif, ce n'est pas que l'ensemble des pratiquants d'un sport soient malades à l'issue de ce genre de choses. De même que j'ai entendu qu'au niveau des équipements, en ce qui concerne l'eau chaude, mais ça concerne la fonction publique d'État, il n'y aurait plus d'eau chaude au robinet. Là aussi, il faut être dans une certaine raison. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Il est certain qu'en ce qui concerne les équipements sportifs, vous le savez très bien, il est nécessaire d'avoir un minimum de température. Par contre, on peut gérer la température de l'eau. Et c'est vrai qu'il y a des systèmes de réglage qui existent aujourd'hui pour que l'eau reste chaude, mais elle n'a pas besoin d'être brûlante, comme parfois ça se passe dans certains équipements sportifs. Et il faut savoir que je parlais tout à l'heure du premier espace de dépense qui est le chauffage. Le deuxième, ça concerne le fait de chauffer l'eau sanitaire qui en fait état. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de réglages qui permettent d'avoir un certain confort, bien sûr, pour l'usage de ces vestiaires et de ces équipements, en particulier les douches, sans que ça pose de grosses difficultés. Alors, je vois qu'il y a Angélique. Bonjour pour les vestiaires sportifs et douches, quelle est la température? Jean-Claude Croze, pas de souci sur ma commune. Nous avons des contrats mutualisés gaz et électricité. C'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, Magali. Oui, tout à fait. Merci Jean-Claude pour la précision. Ce qui veut dire que pour vous, il n'y a pas de souci parce que les contrats sont mutualisés, vous n'avez pas à les gérer, mais vous n'avez aucun impact. Vous n'avez répertorié aucun impact sur l'augmentation des tarifs ou sur l'augmentation des consommations. Il n'y aura pas de répercussion sur votre commune? Est-ce que c'est ça aussi le message que l'on doit lire au travers de ce que vous nous avez communiqué? On a un message de Samuel pour passer d'un cumulus à un ballon thermodynamique. Oui, il y a aujourd'hui des formules, d'une manière générale. Il est toujours intéressant dans la maintenance de vos équipements, de renouveler vos équipements sans attendre qu'ils soient en fin de vie. Parce que très souvent, les équipements, donc en particulier électriques, consomment de plus en plus avec, je dirais, l'âge qu'ils ont. Et en plus, il y a des évolutions techniques et technologiques qui sont importantes. Et donc, ça permet d'avoir toujours un équipement d'abord qui ne tombera pas en panne, ce qui c'est déjà un premier point. Et deuxièmement, qui consomme moins et qui est surtout beaucoup plus performant. Donc oui, bien sûr, il ne faut pas, je dirais, hésiter à se lancer dans de nouvelles technologies, comme ça se passe, je dirais, à titre individuel et personnel. On voit bien aujourd'hui, il y a des équipements, notamment de la maison, qui, il y a quelques années, étaient très consommateurs d'énergie et qui le sont beaucoup moins et qui baissent de plus en plus là-dessus avec une performance idéale, identique, voire même meilleure. Donc, il ne faut certainement pas hésiter à le faire.
Très bien, merci Philippe. Oui, On- Jean-Claude aura des impacts apparemment moins importants que ce sur 2023. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, sachant qu'effectivement, bon, la hausse de l'énergie aujourd'hui, il y a un aspect conjoncturel qui est fort. Après, on devrait quand même retrouver un niveau un peu plus logique, mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que l'énergie reviendrait à un niveau un peu plus acceptable qu'il ne faut pas faire des efforts dans ce domaine-là. Et au contraire, ça aura été le moyen peut-être d'avancer assez rapidement. Et tout à l'heure, je vous parlais de la difficulté, notamment de discuter parfois avec certaines associations sur des problématiques de créneaux horaires, le fait de faire comprendre qu'on ne peut pas mettre à disposition un équipement public pour très peu de gens, il faut que ce soit quelque chose qui soit admis. Et s'il y a des choix à faire, notamment dans des affectations de créneaux, il est certain qu'une association qui a 10, 15, 20 ou 30 personnes sera prioritaire par rapport à celle qui en a 3 par rapport à un équipement qui est mis à disposition par la commune. Si vous le voulez bien, bon, on va évoquer ce qui va nous être indiqué matin, midi et soir sur les 10 actions pour notamment faire baisser et rentrer dans une certaine sobriété pour les collectivités. Donc, c'est bien sûr regarder la performance déjà existante de chacun de vos bâtiments. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que vous connaissez, mais il y a des choses qui méritent peut-être d'être auditées pour savoir exactement ce qui peut être fait. Comme on l'évoquait tout à l'heure, mobiliser et informer les agents. Et dans certains cas, il faut nommer un responsable pour justement qu'il y ait quelqu'un qui soit un référent pour baisser donc les consommations que vous pouvez avoir dans vos différents équipements. Tout ce qui est système de régulation, alors certaines communes sont bien équipées, sont bien en avance, d'autres ne le sont pas du tout. Il existe aujourd'hui des systèmes qui sont très performants pour, à distance notamment, permettre de réguler notamment les températures d'équipement, s'il y a du monde, s'il n'y a pas de monde, s'il fait chaud, s'il ne fait pas chaud, et d'avoir en fait un pilotage très fin de l'ensemble de vos équipements. Le code de l'énergie est donc respecté, le code de l'énergie et réguler celui-ci. Donc, bien sûr, le fait, c'est de ne pas dépasser les 19 degrés, sachant que là aussi, bien, notamment par rapport aux agents, ce n'est pas quelque chose qui les enthousiasme tout de suite. Il faut également qu'ils soient dans de bonnes conditions. S'il faut peut-être acheter une polaire ou quelque chose comme ça au niveau de la commune, il faut le faire. Il faut accompagner les agents dans ce genre de démarche si vous ne l'avez pas fait auparavant. Mais il y a quand même une prise de conscience qui est forte. Bon, vous savez qu'il y a déjà des contraintes qui vont s'imposer sur éteindre un certain type d'éclairage donc la nuit, et en particulier les éclairages qui concernent la publicité, sauf bien sûr certains types d'informations qui doivent rester. Mais éteindre l'éclairage public de 23h à 5h30, c'est quelque chose qui peut s'envisager, sachant que peut-être vous avez quelques axes à garder en lumière, donc dans ce genre de démarche, parce que même si aujourd'hui les équipements permettent d'éclairer de manière beaucoup plus faible, alors que l'œil ne peut pas le déterminer, c'est-à-dire que l'intensité à partir d'une certaine heure vous permet d'avoir des économies facilement déjà de 30 à 40% par rapport à un éclairage normal pendant les heures où il y a beaucoup de monde dehors, vous pouvez effectivement éteindre une partie ou la totalité de votre commune, ça dépend bien sûr la taille de celle-ci, donc notamment à partir d'une certaine heure, jusqu'à 5h30, 6h du matin. Mais si vous avez des secteurs ou des zones qui pourraient être soit des zones d'importance pour la commune, soit des zones où vous auriez des risques par rapport à la sécurité, vous pouvez tout à fait moduler ces éclairages en fonction de la connaissance fine que vous avez de votre territoire. L'éco-conduite, on l'a évoqué, pardon. L'eau chaude, on l'a également évoqué. Et puis, point important, vous savez que c'est un petit peu comme à l'armée, de telle date à telle date on chauffe et de telle date à telle date on ne chauffe pas. Ben, si on peut modifier ces dates pour démarrer le temps de chauffe un petit peu plus tard, alors pour l'instant ça dépend les régions où on se trouve, mais suivant les secteurs, pour l'instant on a un automne qui est relativement raisonnable, mais c'est vrai que ça permet quand même de gagner déjà sur cet exercice un certain nombre de kilowattheures
valeur que vous éviterez de perdre. Et puis, bien sûr, si vous avez des équipements particuliers, si vous avez un éclairage qui met en valeur tel ou tel bâtiment, eh bien, vous pouvez peut-être vous en abstenir ou tout au moins baisser l'éclairage, voire l'annuler totalement à partir d'une certaine heure de la nuit, ce qui vous permet quand même d'économiser de manière assez importante les points et surtout de faire baisser vos factures. Vous avez ici un petit schéma qui donc fait un peu un résumé sur les gisements d'économie qui peuvent être envisagés. Alors, c'est en tétrawatt-heure, c'est-à-dire que c'est une unité de compte qui est absolument démentielle. Vous voyez que c'est d'abord le chauffage qui, notamment avec les températures à 19 degrés, qui permet, qui quand même, même si on fait attention, restera toujours une source de dépenses importante. La gestion intelligente des bâtiments tertiaire, c'est-à-dire que c'est ce dont on évoquait tout à l'heure, la possibilité de piloter notamment à distance avec un certain nombre de capteurs, ce qui peut exister. Les thermostats dans les logements, ça concerne donc bien sûr un certain nombre de bâtiments publics, mais également les particuliers. Les éco-gestes électriques, c'est-à-dire arrêter de laisser des équipements veille, par exemple. Vous pouvez tout à fait définir que dans le fonctionnement des personnes qui sont au sein de votre collectivité, eh bien, que le soir, ils éteignent leur ordinateur, leur imprimante, etc., etc. L'isolation des réseaux d'eau, alors c'est vrai que là aussi, malheureusement en France, on n'est quand même pas en avance sur l'état général de notre système de distribution d'eau. Donc, vous savez, c'est entre ce qu'on met au départ, on met 100 litres, combien il en arrive à l'arrivée, et bien dans certains cas, il n'arrive que 60, 65 litres, voire même moins dans certains cas. Donc, c'est en fait toutes les fuites qui doivent être détectées pour pouvoir réparer au mieux qui soit. Et puis, dans certains cas, une nécessité de refaire complètement les réseaux tels qu'évolués. Bon, vous savez qu'il y a l'absence des terrasses chauffées maintenant, qu'il faut que les portes des commerces qui chauffent soient fermées, ne soient plus avec la possibilité d'avoir la porte ouverte là-dessus. L'extinction des enseignes, on l'a évoqué, entre 1h et 6h du matin. L'individualisation des frais de chauffage, ça c'est pour le particulier. La réduction de la période de chauffe, on l'a évoqué. Le réglage de la température des ballons d'eau chaude à 55 degrés. 55 degrés, c'est déjà une très belle température. Et souvent, les ballons d'eau chaude sont réglés largement au-dessus. Et donc, c'est inutile de dépenser des sommes, notamment qui sont perdues parce que ça ne se justifie pas. La maintenance, d'une manière générale, une bonne maintenance permet d'éviter des dépenses inutiles et le remplacement des luminaires, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce schéma montre l'intérêt de cette démarche. Alors ensuite se posent des questions. Alors peut-être souhaitez-vous poser déjà un certain nombre de questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué. A priori, on n'a pas de nouvelles questions pour l'instant. Par contre, il y a un témoignage de Jean-Claude qui indique donc grosse économie, commune en l'aide à 90% à ce jour et nouvelle réduction de plage horaire et éclairage public, extinction 21h30 désormais. Donc vous êtes déjà dans cette approche-là et c'est très bien. Non seulement vous allez consommer moins, mais en plus vous aurez prévu donc la possibilité de baisser encore de manière plus importante vos dépenses. Sur les actions, alors donc qui sont des actions à plus long terme, donc, il y a ce qu'on appelle la stratégie patrimoniale, c'est-à-dire pourquoi continuer à garder des bâtiments publics qui sont des passoires énergétiques et qui, par exemple, pour être mis à niveau, demanderaient des investissements qui sont totalement hors de portée. Il vaut mieux, dans certains cas, vendre un bien public et en racheter un autre, voire en reconstruire un autre, plutôt que de garder un bâtiment qui, malheureusement, de par sa conception, de par l'année de sa création, eh bien, a intrinsèquement de vraies problématiques pour être maintenu dans la durée. Et je pense qu'il n'y a pas de surprise ou de honte à se poser la question, est-ce que je garde tel bâtiment? Est-ce que je le rénove? Est-ce que ça vaut le coup de le partager? Est-ce que ça vaut le coup? Bref, c'est quelque chose, une réflexion à avoir sur l'ensemble de votre patrimoine au niveau de la commune pour savoir ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, ce que vous vendez, ce que vous louez. Bref, vous avez toute une démarche à avoir dans ce domaine-là. Sachant que je rappelle que vous savez, il y a une loi donc, qui s'impose à nous tous, donc qui concerne notamment un point majeur, c'est le fait que si vous êtes dans une commune
qui louaient donc des logements, eh bien, ces logements devront respecter un certain nombre de règles. Vous savez que les logements sont classés de A à G, et donc, si vos équipements et si vos logements que vous louez sont donc classés G, ça veut dire que vous allez être amené à faire des travaux donc conséquents pour retrouver une certaine performance énergétique. Et un certain nombre de communes ignorent en fait cet impératif donc qu'il va falloir tenir, parce qu'autrement, vous ne serez plus en capacité de louer vos biens et donc vous aurez une perte de revenus dans votre budget communal. Alors, les diagnostics et les audits, c'est très important parce qu'on peut avoir une idée sur un équipement en disant « mais oui, mais je suis déjà super performant, quoi que ce soit ». Les diagnostics, quand même, permettent d'identifier parfois des choses qui sont simples. Ça peut être un problème d'huisserie que vous retrouvez qui sont à changer, voire un système de chauffage qui peut être révolu, qui mériterait d'être remis en cause. Pareil au niveau de l'électricité, pareil au niveau des hauteurs de plafond. Bref, vous avez tout un tas de démarches qui vous permettent de réfléchir sur le moyen terme et le long terme, en particulier sur vos différents équipements que vous souhaitez bien sûr garder et mettre au service de la population. Si on parle d'optimisation, c'est qu'il faut se poser parfois de bonnes questions. Pourquoi chaque commune doit avoir le même équipement à quelques kilomètres l'une de l'autre, alors que dans certains cas, eh bien, écoutez, c'est peut-être plus intéressant de mutualiser donc un certain nombre d'équipements, voire d'investir en commun par rapport à un équipement qui sera partagé sur un territoire. Très concrètement, ce sont de vraies questions à se poser et notamment sur la plage horaire d'utilisation des équipements publics. Parce que très souvent, on voit bien, certains équipements sont utilisés de manière conjoncturelle. Certains bâtiments, on le connaît tous, par exemple, les cours d'école, on sait que, par exemple, pendant la période de mois d'été, ce n'est pas utilisé. Pendant les vacances scolaires, ça n'est pas utilisé. Est-ce qu'on peut trouver la possibilité d'utiliser tout ou partie de ces équipements pour éviter de mettre en chauffage ou de mettre en température tel ou tel autre équipement? Ça fait partie des choses pour lesquelles il faut s'interroger et également faire partager cette vision par rapport à nos concitoyens qui deviennent de plus en plus attentifs, bien sûr, au fait qu'il faut faire attention donc à une certaine sobriété énergétique. Et justement, ça nous amène à la promotion de la sobriété. Là aussi, il n'est pas question de tomber dans un autre excès. Il faut vivre et vivre correctement. Et on peut vivre tout à fait correctement tout en ayant une attitude de sobriété qui se partage. Et c'est là où les agents et les élus ont leur rôle à jouer. N'hésitez pas à impliquer notamment vos agents dans votre commune parce qu'ils sont certainement vecteurs de propositions, de sources d'économie qui sont parfois très importantes. Ils vivent au quotidien un certain nombre d'usages, un certain nombre d'équipements, et c'est souvent les meilleures personnes pour vous conseiller un certain nombre d'évolutions. Et comme tout un chacun est touché à titre personnel et bien sûr au titre de la collectivité sur le fait qu'il faut être attentif pour éviter donc des dépenses d'énergie inutiles, eh bien vous avez une réserve d'idées qui sont formidables. De même, avec vos élus, votre équipe municipale, n'hésitez pas à faire un brainstorming auprès de ce qui peut-être s'envisager au sein de la commune sur des évolutions structurelles, je ne dis pas des évolutions conjoncturelles, des évolutions structurelles de votre collectivité pour aller justement vers plus de sobriété et donc derrière des coûts de fonctionnement qui vont baisser. Je rappelle simplement pour tout un chacun que toutes les dépenses de fonctionnement qui n'existent pas sont autant de capacités d'investissement que vous allez retrouver sur votre budget. Donc, bien sûr, tout argent non dépensé par rapport à un budget égal, eh bien, vous permet de garder une capacité d'investissement de votre collectivité, de votre commune. Et ça, c'est tout de même un point qui semble majeur aujourd'hui par rapport aux contraintes budgétaires que nous avons tous sur nos territoires. Est-ce que vous avez des questions ?
A priori, pour l'instant, pas. N'hésitez pas justement à nous faire part de soit des actions que vous avez peut-être entrevues et sur lesquelles vous n'êtes pas certain, vous avez peut-être des doutes sur des renégociations qui sont en cours, sur lesquelles peut-être vous n'avez pas la main parce que c'est géré justement, mutualisé, soit par l'interco, soit par un groupement qui a été créé. N'hésitez pas à vous nous poser les questions là-dessus. Après, comme l'évoquait Philippe, c'est vrai que ce qu'on disait au début, c'est toujours pénible, c'est toujours très difficile à gérer quand on a comme ça une crise qui n'était pas prévue et qui vient impacter lourdement. Mais dans toute crise, il y a des opportunités. Et l'opportunité aujourd'hui pour les collectivités, elle est aussi de prioriser et donc de trouver en fait les économies sur les charges de fonctionnement qui sont à réaliser et qui peut-être ne seraient pas réalisées si à un moment donné, on ne prenait pas le temps de s'interroger. Donc, il faut aussi voir ça comme une opportunité, même si c'est très contraignant, que ça va avoir un impact assez important. Mais justement, il faut s'emparer de ça pour aller revoir l'ensemble des contrats qui contribuent à impacter lourdement vos charges de fonctionnement. Pour l'instant, on Donc, n'a pas de questions pas de questions particulières. particulières. Simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne va pas y avoir une police du chauffage, hein, pour être très clair, hein. C'est chacun qui reste indépendant par rapport à un certain nombre d'approches que vous voulez avoir. Là aussi, on ne peut pas appliquer uniformément sur tout le territoire un certain nombre de contraintes. Je crois qu'il y a d'abord la notion de sensibilisation fait que déjà naturellement, il y a quand même un certain nombre d'attitudes qui peuvent évoluer et sans que ça crée de difficultés importantes. Et puis, il faut faire très attention à un certain nombre de publics. Je vous parlais tout à l'heure des enfants. Les enfants, on ne peut pas les mettre à des températures qui soient trop fraîches ou trop froides. Et vous le comprenez tous bien. Par contre, on est sûr d'avoir des réserves d'économie dans notre fonctionnement ou dans la conception des choses qui sont importantes. Si je prends un exemple particulier, si vous aviez l'habitude, notamment en été, de tondre telle ou telle équipe, telle ou telle partie de votre commune tous les 15 jours, bah, peut-être faudra-t-il le faire que tous les mois. Et ça ne changera rien à la qualité du service que vous apportez à vos concitoyens. Par contre, vous diviserez par deux vos consommations, donc notamment d'essence par rapport à l'équipement que vous utilisez. Bref, c'est l'addition de petites choses qui font un certain nombre d'éléments. Par contre, dans la vision et dans la tête des gens, il y a un sujet qui pour eux est majeur, c'est l'électricité. Et je reviens, l'électricité, c'est bien, c'est un des aspects du problème, mais c'est faible par rapport au chauffage. C'est vraiment la notion de chauffage, alors chauffage bien sûr des bâtiments et de l'eau sanitaire, qui est quand même le principal vecteur aujourd'hui des dépenses et sur lesquels vous pouvez vous attaquer assez rapidement, donc sur le court terme, et ensuite structurellement, vous équipez notamment en thermostat, en capacité, en domotique aussi, hein, la domotique est aussi un point important qui permet de gérer à distance nombre d'équipements. Et à l'époque, cette technologie était parfois un peu chère. Elle reste encore à un certain niveau, mais elle devient plus accessible et elle va le devenir de plus en plus du fait du volume de toute façon de demande qu'il va y avoir dans ce secteur-là. Est-ce que certains d'entre vous sont en difficulté aujourd'hui? Est-ce que vous avez du mal à vous projeter? Est-ce que vous avez du mal, ne serait-ce qu'à faire le bilan au milieu de tous vos projets et en tout cas de tous les impacts que ça pourrait avoir? Est-ce que certains d'entre vous vivent cette situation ou c'est plutôt clair? Les impacts ont été déjà estimés et ne sont pas forcément pour l'instant, ne créent pas forcément un vent de panique et ne viennent pas forcément bouleverser en fait la programmation des gros projets de la commune. Est-ce que vous pouvez nous partager Et puis, en attendant que vous répondiez, je pense que Philippe, peut-être vous pourrez nous partager avec nous des actions ou une stratégie que vous avez partagée avec vos agents ou vos élus ou en cours peut-être de réflexion par rapport… et vous, est-ce que vous êtes impacté et fortement, moins fortement Alors, si vous voulez, aujourd'hui, par exemple, tout le monde se pose la question, que va-t-on faire pour les illuminations donc de fin d'année, de Oui, Noël? c'est vrai. Le choix a été fait, c'est de maintenir donc les illuminations. Par contre, elles s'éteindront beaucoup plus tôt
si vous voulez, et elles démarreront peut-être un petit peu plus tard, donc dans l'approche. Mais on a fait le choix, et c'est un choix que nous avons fait au sein de l'équipe municipale, d'abord parce qu'on a pu mesurer donc l'économie qui n'est pas majeure, mais qui a le mérite de marquer les esprits. Mais il faut quand même garder une certaine magie dans une période où malheureusement on n'a pas toujours que des bonnes nouvelles. Il faut quand même garder la magie de Noël dans cette approche-là. Là, on est sur un aspect conjoncturel. Par contre, sur un aspect structurel, nous, de notre côté, on a la chance donc d'avoir ce qu'on appelle le chauffage urbain, vous savez, donc, qui est un chauffage qui permet donc d'alimenter en particulier donc, ce qu'on appelle des équipements collectifs, enfin notamment des habitations collectives. Et nous, notre principal sujet de dépense était la piscine. Et donc, on a pu cet été, avant d'avoir cette crise qui allait arriver, on a pu la connecter donc à ce chauffage urbain. Et donc, du coup, pour être très clair, si je prends un exemple précis, on avait à peu près calculé un surcoût d'environ 300 000 € de dépenses supplémentaires au niveau des consommations, vu d'une manière générale au niveau de la commune. Et sur la partie chauffage, on a pu connecter à peu près 20% de nos équipements publics. L'année prochaine, ce sera pratiquement la moitié des équipements publics qui seront connectés sur ce chauffage urbain. On aura finalement, entre guillemets, qu'une hausse, mais enfin qui est quand même conséquente, de 60 000 €, ce qui fait quand même un différentiel qui est conséquent et qui est important. Donc, on a eu cette opportunité de réaliser cette connexion. Et bon, ça, c'est un aspect parce que notre territoire le permet. Mais il y a d'autres domaines sur lesquels on va notamment être de plus en plus attentif. C'est notamment l'optimisation des créneaux qui sont donnés aux associations. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut être attentif sur quand on éclaire un stade, par exemple, pour une compétition, eh bien, on essaiera de faire en sorte que ça se joue plutôt en journée plutôt que le soir. Bref, il y a tout un tas d'évolutions à avoir et aussi, il faut l'adhésion des associations, des habitants par rapport à ces évolutions, mais ça semble indispensable. On ne peut plus se permettre d'éclairer un stade pour 3 personnes qui jouent au foot, par exemple. Ça n'est pas raisonnable. Donc, c'est dans ce genre de démarche où on arrive à avancer et il faut toujours être en quête de nouvelles technologies et ne pas hésiter à renouveler, surtout dans la notion de maintenance des équipements. N'attendez pas que vos équipements soient, entre guillemets, dans un état d'inutilisation, mais anticiper leur remplacement et avec d'autres technologies. Ne serait-ce que cette démarche-là, ça vous fait économiser et ça vous évite des dépenses supplémentaires, ça vous évite des coûts de maintenance et en final, tout le monde s'y retrouve. Vous baissez le volume de votre d'énergie et vous baissez également le coût de maintenance de vos équipements. Oui, merci Philippe. Vous avez évoqué un exemple qui est très parlant, et effectivement, ce sont les éclairages de Noël. Pourquoi? J'ai envie de dire plutôt politiquement parlant, parce qu'on a déjà vu cet été l'impact qu'avait la problématique de la gestion de l'eau au niveau des collectivités et le regard en fait que pouvaient porter les habitants sur cette gestion-là. L'idée en fait de ces webinaires, c'est de pouvoir vous accompagner donc concrètement sur des stratégies, sur des leviers pour réfléchir à comment vous pouvez mobiliser en fait vos élus, vos agents et vos réflexions pour améliorer justement et diminuer vos charges de fonctionnement, mais c'est aussi de vous dire que chaque décision que vous allez prendre a un impact en fait sur la population et donc l'enjeu aussi c'est le mandat et c'est la poursuite du mandat parce que on a bien vu cet été l'eau quand il y a des communes qui parce que justement elles bénéficiaient de connexions à des puits où en fait elles ne dépendaient pas de restrictions, des restrictions du préfet et que vous passez, vous voyez que votre collectivité elle arrose sa pelouse et que vous n'avez pas le droit. Il en va de même en fait pour tout ce que la commune va mettre en place au niveau de ces restrictions ou va décider de maintenir des éclairages à certains endroits. Si en fait vous loupez la communication auprès de vos habitants sur le sujet,
ça risque effectivement de créer en fait pas mal de frustration et de remontée, de mécontentement parce que, vous le savez très bien aujourd'hui, quand on est citoyen et qu'on nous impose un certain nombre de contraintes, voir que sa collectivité continue en fait à mettre en place un certain nombre de choses et sans en être au courant, finalement, on en a une interprétation qui est souvent erronée. Donc, ne négligez pas l'aspect communication auprès de vos habitants pour leur dire pourquoi vous avez choisi ces stratégies-là, pourquoi vous avez pris ces décisions-là et en fait, de leur expliquer quel est l'impact au final. On a une remarque de Samuel. Oui. Samuel, les impacts pour notre commune sont déjà estimés et quelques fins de contrat posent problème. La stratégie sur de l'autoconsommation, de la baisse d'éclairage public, la baisse de chauffage, etc., sont du bon sens. Entre le choix de projets écologiques et le démarrage réel des projets, il se passe au minimum 1 an. Alors, l'économie pour cette année risque d'être difficile. Alors, vous avez en partie raison, c'est vrai, mais il y a des décisions qui peuvent être assez impactantes dans un délai relativement court. C'est vrai que souvent, vous savez, si on prend un parallèle, tout ce que les collectivités ont pu faire pendant le Covid était sur le papier impossible à faire. Et puis, nécessité fait loi. Donc, je pense qu'il va y avoir plus de souplesse et de facilité pour un certain nombre de mises en œuvre d'économies. Et si je rebondis sur ce que disait Magali tout à l'heure, si on prend par exemple l'eau par rapport à cet été, nous avons pu continuer à arroser quelques massifs. Pourquoi? Parce que nous avions de l'eau de récupération suite, je dirais, à l'eau qu'on récupère des toits sur nos équipements publics. Mais pour arroser, nous avions donc ce qu'on appelle une tonne à eau, qui est un camion où c'était marqué très clairement eau de récupération, voilà, pour bien que les gens et que les habitants comprennent que nous n'enfreignions pas la loi, que nous avions la chance d'avoir mis en place ce système-là, et ça nous permettait donc d'assumer quelques arrosages sur un certain nombre de massifs par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que Magali insiste bien là-dessus, elle a tout à fait raison. Il faut que vos éco-gestes ou les approches que vous aurez soient partagées avec la population, qu'à minima, la population en soit informée, au mieux qu'elle soit coactrice d'un certain nombre de vos décisions pour, je dirais, pouvoir les faire partager le plus largement possible. Il n'y a pas d'un côté les élus et de l'autre la population. C'est au contraire quelque chose qui doit être fongible en permanence. Oui. Et notamment la problématique de la baisse de l'éclairage public. On voit bien sur certaines communes, ça pose déjà question en fonction des endroits, des lieux. Voilà, s'il n'y a pas de concertation en fait avec les citoyens, il y a des décisions unilatérales qui risquent de faire grincer beaucoup de dents et peut-être même qui risquent de poser souci au sein de la population. Donc, tout le monde se sent frustré. Il y a beaucoup de choses. Il faut aussi comprendre que vous avez affaire de plus en plus à des citoyens qui sont impactés par justement toutes ces crises et qui en fait ont énormément de colère ou d'agressivité. Et au final, vous le savez, puisque vous le vivez déjà au quotidien, mais là, depuis cette rentrée, ça a encore bien augmenté. Si en fait, ils sentent qu'il n'y a pas de communication et qu'on ne vient pas partager avec eux ces éléments, ça risque vraiment d'être tendu pour certaines collectivités. Donc, merci beaucoup Philippe d'avoir partagé en fait ces leviers et en tout cas ces pistes en fait pour aller revoir un certain nombre de stratégies pour diminuer en fait l'impact du choc des charges et donc trouver des sources d'économie sur les charges de fonctionnement. N'hésitez pas, en fait, là, on a encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, nous sommes à votre disposition. Comme le disait Philippe, l'IDON est un organisme de formation agréé par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous pouvons vous accompagner, vous former, vous conseiller, faire en sorte que si vous avez besoin d'un audit, c'est pareil, on peut vous accompagner sur l'audit pour diminuer, en fait, ces charges de fonctionnement, pour vous accompagner sur les leviers que vous pourriez trouver sur les stratégies par rapport à vos contrats d'énergie. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur le site internet de l'IDON où vous avez nos coordonnées et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions à un moment donné si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, nous serons à votre disposition et nous aurons le plaisir de pouvoir vous guider. Nous avons tous en fait cet investissement-là de pouvoir répondre en fait aux problématiques, que ce soit celles des citoyens ou celles des élus. En ce moment, tout le monde est impacté. Alors plus nous
mutualisons nos forces et nos moyens en solidarité les uns envers les autres, et plus nous permettrons à chacun d'optimiser et de grandir et de trouver les bonnes solutions. Donc, nous continuerons en fait ces webinaires pendant plusieurs semaines. Donc, n'hésitez pas à guetter nos actualités. Et puis, nous allons mettre ce webinaire en replay, en accès replay pour les collègues qui n'auraient pas pu les suivre. Donc, n'hésitez pas aussi à partager et à nous faire signe si vous avez besoin d'un accompagnement particulier. Ce sera pris en charge de toute façon sur votre budget de la collectivité, le budget formation spécifique dédié. Voilà, merci Philippe d'avoir livré ces stratégies. Et puis au plaisir de vous retrouver lors des prochaines thématiques que nous étudierons ensemble. Et merci à vous d'avoir participé. Nous vous donnerons rendez-vous prochainement. Et en attendant, comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous interpeller et à revenir vers nous pour que nous puissions vous aider et vous accompagner. Belle journée!